Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, nous allons aller aux origines de la Première Guerre mondiale. Chaque conflit commence par un premier mort et se termine par un dernier. C'est une évidence. Mais ces statues, peu enviables ma foi, de première et dernière victime, ont surtout valeur de symbole. En 1918, il est de coutume de voir en Augustin Trébuchon le dernier mort d'une guerre que l'on dira grande. Mais qui fut le premier ? Pour répondre à cette question, il convient de revenir au 2 août 1914, alors que la guerre n'est pas encore déclarée, et de se rendre à quelques kilomètres de Belfort. C'est Éric Labaille qui nous mène aujourd'hui à la rencontre d'un certain caporal dont le nom, évocateur pour beaucoup d'entre nous, est surtout le premier sur une liste trop longue. Bonjour Éric. Bonjour. Alors Éric, nous sommes dans l'été 14. Retour sur le contexte, même si tout le monde le connaît sûrement. Donc on est là aux alentours du 30 juillet. Oui, tout commence le 28 juin par un coup de feu qui fera quelques millions de morts. C'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo et de son épouse. On oublie souvent l'épouse. Et on oublie souvent l'épouse, et par Gavrilo Princip, et qui va provoquer la montée en puissance d'une crise entre l'Autriche-Hongrie dans un premier temps et la Serbie, qui va dégénérer par ce que l'on a appelé, que tous les élèves de troisième connaissent bien, le jeu des alliances, l'implication de la Russie, l'implication de l'Allemagne et de toutes les grandes puissances liées par les traités avant la guerre. Donc nous sommes à la fin du mois de juillet, la guerre semble désormais inévitable, le balai diplomatique est intense entre toutes les grandes puissances, les uns cherchent à arrêter le mouvement, c'est le cas de Sir Edward Grey, le ministre britannique qui cherche à désamorcer la crise, et la plupart des pays se complaisent dans cette montée des tensions qui aboutira, on le sait, à la Première Guerre mondiale. Cependant, la France essaye encore le 30 juillet peut-être de tenter d'apaiser les tensions. Oui, alors la France essaie de tenter d'apaiser les tensions par des initiatives diplomatiques et surtout en demandant à ses troupes de couverture. Alors les troupes de couverture, ce sont les troupes qui sont des unités d'actives, généralement composées de soldats de grande qualité. On leur demande de reculer de 10 kilomètres par rapport à la frontière, de ne pas provoquer les Allemands, de ne pas aboutir à des échanges de coups de feu qui pourraient être mal compris et qui pourraient aboutir à augmentation de l'escalade. Donc on retire les troupes de couverture de 10 kilomètres et c'est dans ce cadre-là que va intervenir le premier drame de la guerre. Et donc le premier mort de la guerre, c'est un certain Jules-André Peugeot. Alors, ce Jules-André Peugeot, qui est-il ? Jules-André Peugeot, c'est un conscrit comme plusieurs millions de ses camarades. Il est caporal, donc c'est un homme qui est instruit, c'est un homme qui est d'autant plus instruit qu'il prépare le concours des officiers de réserve. Il appartient à un régiment qui n'est pas anodin, c'est le 44e régiment d'infanterie. Alors le 44e régiment d'infanterie fait partie d'une division qui est la 14e division d'infanterie, qui est la grande division comtoise, la grande division de Franche-Comté, que l'on surnommera un peu plus tard la division des As, parce qu'elle comporte 4 régiments qui sont censés être 4 des plus beaux régiments de l'armée française, donc le 44e régiment d'infanterie, le 60e régiment d'infanterie, le 35e d'infanterie et le 42e d'infanterie, qui font partie effectivement de ce que l'on peut appeler l'élite de l'infanterie française, la 11e DI de Nancy, mais ça c'est une autre histoire. Et donc le 44e est un régiment qui a la charge de la surveillance de la frontière au sud du territoire de Belfort, jusque vers la frontière suisse. Et lorsqu'on leur donne l'ordre de reculer, ils se replient sur la ville de Delle. Donc de Delle, et donc Jules-André Peugeot appartient donc à la 6e compagnie,
du 2e bataillon et donc il prend position avec ses hommes dans le petit village de Joncheray. De Joncheray, voilà, à quelques kilomètres de Delle, au nord de Delle, et il tient un petit poste, de surveillance à la sortie du village en direction de, alors j'allais dire de l'Alsace, non, en direction de l'Allemagne puisque Ah oui. l'Alsace ayant été annexée en 1871. Donc jusqu'ici, tout va bien. On est dans une position plutôt d'attente, hein, et le drame, s'accélère, hein, là, le 30 juillet, effectivement, on est dans une accélération fulgurante, vers la guerre et donc le dimanche 2 août a lieu la mobilisation générale. Voilà, alors pendant que la mobilisation générale a lieu, le 44e et donc sa 6e compagnie dont fait partie le caporal Peugeot, surveille les accès venant donc de l'est de la région de Belfort. Il a pris position près d'une ferme qui est tenue par la famille d'Aucourt, près du bourg, et il a installé à quelques centaines de mètres en avant du bourg un petit poste de garde avec 2 sentinelles qui sont là pour vérifier tous les mouvements suspects en provenance de l'Alsace. Et donc le 2 août, le drame intervient, vers 10 heures. Oui, puisque il est vers 10 heures, on a reçu le ravitaillement, on va se mettre à table. Le caporal Peugeot est dans la cuisine de la famille d'Aucourt, il est en train de se laver les mains, il va passer à table. Et la fille des Daucourt, qui a 9 ans à l'époque, arrive un peu affolée, puisque elle était allée chercher de l'eau au puits et elle a vu sur la route, un peu plus loin, des Prussiens ou des Uhlans, comme on disait à l'époque, hein. Alors, c'était l'époque où on voyait que tous les cavaliers allemands étaient des Uhlans. Des Uhlans. Bon, c'est pas vraiment ça, mais enfin, c'était le cas. Et donc, elle a vu des cavaliers allemands. Donc, elle prévient. Aussitôt, on se met en situation d'alerte et Cela veut dire que la frontière a été violée. la frontière a clairement été violée puisqu'on est une dizaine de kilomètres à l'intérieur des terres, un petit peu moins, 8 kilomètres à l'intérieur des terres et des terres françaises. Et donc, c'est un peloton de cavalerie, ce sont des chasseurs à cheval, donc la cavalerie légère, qui se sont avancés jusqu'aux limites extrêmes, des dispositifs français. Pour tâter le terrain, pour voir un petit peu, ce qu'il y Voilà, avait en face. exactement, tâter le terrain, préciser les contours de l'ennemi futur, mais je précise que la guerre n'est toujours pas déclarée. La guerre ne sera déclarée que le lendemain. Mmh. Bon, donc le dimanche 2 août, c'est la mobilisation générale en France, mais ce n'est pas du tout la guerre. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Donc ce peloton de cavalerie est commandé par un sous-lieutenant qui s'appelle Camille Maillère. Il arrive, donc, comme je le disais, de la garnison de Mulhouse. Et les sentinelles qui ont été mises en place par Peugeot en avant du village reçoivent ces Allemands sans trop savoir quoi faire. Ils leur disent halte, non, on ne passe pas, mais les cavaliers allemands s'en soucient relativement peu. Et une des sentinelles reçoit d'ailleurs un coup de sabre. Donc là, effectivement, on est dans une position un petit peu d'entre-deux parce que c'est pas encore la guerre. On sait que tout acte, de violence vis-à-vis, de l'adversaire enfin de l'ennemi, risque de mettre le feu aux poudres et donc c'est là que, effectivement a lieu ce 1er accrochage. Donc Voilà. il y a un coup de sabre qui est donné. À une sentinelle. Pendant que cette sentinelle est aux prises avec les Allemands, Peugeot et ses hommes ont le temps de sortir de la ferme des Daucourt et de s'avancer sur la route. Il voit l'Allemand, il lui fait les sommations d'usage. Donc, halte, on ne passe pas, une fois, 2 fois, 3 fois. Et comme toute réponse, le lieutenant Maillère sort son revolver et tire en direction du caporal. Le caporal est blessé, la balle entre par une épaule et ressort par l'autre. Et Pas bon, pas bon, c'est pas très bon. c'est Non, pas non, très bon. c'est pas très bon. Alors il n'est pas tué sur le coup, mais il tombe et ses hommes aussitôt, réagissent en épaulant et en faisant feu sur le peloton allemand. En faisant feu, eh bien, il tue l'officier allemand, qui est tué donc par 2 balles, hein, 1 balle au ventre et 1 balle à la tête. Et donc on a en même temps les 2 premiers morts français, Peugeot, et allemands, Maillère, de la Première Guerre. Donc à partir de là, le drame est consommé et c'est la guerre. À partir de là, oui,
De toute façon, l'incident de Joncheray, et la mort du caporal Peugeot, malheureusement, ne sont pas des événements décisifs sur la suite des événements. La mobilisation donc, est lancée côté français. Côté allemand, la mobilisation est en cours depuis un certain temps et les armées allemandes sont prêtes à intervenir à la première occasion. Elles le feront le lendemain, le 3 août, en violant la neutralité belge et la neutralité luxembourgeoise. Et à partir de là, donc, il y aura une déclaration de guerre en bonne et due forme transmise à la France et les opérations seront activées. Mais la mort de Peugeot n'est qu'un phénomène marginal dans toute cette gigantesque machinerie qui était en cours d'action. Machinerie, alors on peut se poser la question, est-ce que quelqu'un aurait pu arrêter cette machinerie? Est-ce que quelqu'un aurait eu la possibilité d'être le grain de sable qui empêche la déclaration de guerre? On a beaucoup parlé de Jaurès, Jaurès, oui, bon, mais ils ont tué ils Jaurès, ont donc tué Jaurès. Jaurès n'étant plus là, on ne pourra jamais, à part faire de l'histoire fiction, jamais savoir si la SFIO aurait pu s'interposer dans cette logique-là. Personnellement, je n'y crois pas une seconde. Toujours est-il que le drame de Joncheray, c'est le lever de rideau, je dirais, le lever de rideau de ce conflit qui malheureusement fera encore beaucoup, beaucoup. Alors 2 pistes, alors qu'est-ce qui arrive? 1re piste, on va rester sur la petite histoire, donc l'enterrement des corps, la remise du corps à la famille. Oui, ben le caporal est ramené dans la ferme des Daucourt, sérieusement blessé. Il meurt quelques instants plus tard. Son corps est rendu à la famille immédiatement. Il est enterré donc le 3 août lors d'un non, il est enterré le 4, pardon, lors d'une cérémonie à laquelle assiste énormément de monde. L'émotion est importante. On est très loin encore des grandes hécatombes, et des morts anonymes de Verdun ou de la Somme, hein. Donc là, c'est une mort, qui choque les gens puisque nous ne sommes pas, je le répète, nous ne sommes pas encore en guerre. C'est une mort qui, a toutes les allures d'une mort héroïque. Il s'est porté au-devant. C'est une victime puisque, il n'avait pas l'intention de tirer et il s'est fait tirer dessus. C'est donc un acte criminel de la part des Allemands. Là, vous cochez quand même beaucoup de cases de l'élément, réutilisé par la propagande, hein, Mmh. et la propagande officielle ne s'en privera pas puisque la mort de Peugeot sera abondamment commentée, relatée, enjolivée pendant le reste de la guerre. Quant à l'officier allemand, beh, il sera enterré, assez rapidement, chose intéressante, il est enterré en présence des officiers présents du 44e régiment d'infanterie qui lui rendent les honneurs. Il y a encore, à cette époque-là, ça va malheureusement changer dans les semaines qui suivent, mais il y a encore une espèce de respect de l'ennemi, une espèce d'esprit de caste des militaires qui, par-delà les frontières, par-delà les uniformes, se respectent et tiennent à se rendre hommage lorsque l'un d'entre eux Un est petit tué. côté guerre en dentelle. Un petit côté guerre en dentelle, un petit côté féodal, je dirais, oui, qui est à mettre au crédit, là, pour le coup, des officiers français. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure l'opération, le contournement par la Belgique, hein, des troupes allemandes, mais ça nous a fait oublier une autre bataille, la bataille des frontières. La bataille sur effectivement cette région de l'Est de la France qu'on a complètement oubliée et qui pourtant est extraordinairement meurtrière. Oui, la bataille des frontières, qui se déroule le 22 août 1914, qui est une succession de batailles partant de la région de Nancy jusqu'à la région de Charleroi en Belgique, qui le même jour voit l'armée française et l'armée allemande s'affronter dans une bonne douzaine de batailles différentes, Aeth, Virton, Rossignol, Paliseul, etc., etc. Et Charleroi, la plus grande, tout à fait à la gauche du dispositif français. Ouais. Cette bataille des frontières, le 22 août, c'est tout simplement la journée la plus meurtrière de la guerre. Et pour la France, hein, on compte à peu près 25 000 morts, ce qui est considérable, à peu près 40 000 sur l'ensemble des 2 belligérants. C'est une défaite cinglante. À aucun endroit, à aucune rencontre, l'armée française n'a le dessus sur les Allemands. Alors, dans quelque configuration que ce soit, on a beaucoup glosé sur les attaques en pantalon à Garance, casoar au képi, etc.
Non, chacune des batailles est différente. On a par exemple, dans le cas de Rossignol, une sorte de piège tendu par les Allemands en pleine forêt à une division, la 3e division d'infanterie coloniale. On a des batailles de rencontres, on a des batailles rangées, on a des batailles pendant lesquelles les Allemands, se lancent à l'attaque, eux, et c'est eux qui sont fauchés par les mitrailleuses françaises. Toutes les configurations existent et le 22 août, c'est une guerre dans la guerre. Une journée sur laquelle je pense qu'un historien pourrait passer sa vie entière à travailler et trouverait toujours des éléments nouveaux pour caractériser cette bataille des frontières qui ouvre, au sens propre, la frontière de la France à l'invasion allemande. Et donc, effectivement, c'est cette frontière Est-là, c'est vraiment le front oublié. C'est quelque chose que les élèves ne voient pas du tout. Et c'est véritablement le marqueur d'une guerre qui va être extraordinairement meurtrière, une guerre de mouvement qui est rendue impossible par la puissance de feu et la létalité nouvelle des armes qui font que toute offensive, effectivement, se solde par des bilans absolument catastrophiques. Et donc, on a retenu le nom de Jules-André Peugeot, mais combien de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions de morts, effectivement, combien, effectivement, doit-on compter de Jules-André Peugeot? Oui, et c'est la force de cette anecdote, de donner un nom à celui qui sera le premier d'un massacre de grands anonymes, finalement. On a fait un gros travail depuis quelques années avec notamment le site Mémoire des hommes pour essayer de redonner des noms à ces hommes morts pour la France, mais c'est la mort industrielle qui va arriver. La mort industrielle, c'est la mort d'hommes par dizaines, par centaines, par groupes entiers, qui n'auront pas la chance, comme l'a eu Peugeot, d'avoir leur nom dans les livres d'histoire. Staline avait cette sentence: la mort d'un homme, c'est un drame, la mort de millions d'hommes, c'est une statistique. Exactement, c'est exactement le cas pour la Première Guerre mondiale. Et vous parliez tout à l'heure de front oublié, n'oublions pas non plus que la région de Delle, Belfort, enfin tout ce qui est en avant de la région du territoire de Belfort, va servir de base pour la première offensive de la guerre. Dès les premiers jours d'août 14, l'armée française, dont le 44e régiment d'infanterie de Caporal Peugeot, va passer à l'offensive pour tenter de reconquérir l'Alsace en passant par le Sundgau et remonter sur Mulhouse et à essayer de déboucher sur Colmar. Cette offensive qui va être célébrée dans la première semaine, la première quinzaine du mois d'août par la propagande comme une immense victoire, voit l'armée française effectivement entrer dans le Reich allemand, entrer dans l'Alsace allemande, mais c'était faire preuve d'une bien grande naïveté que de croire que les Allemands allaient nous laisser aller jusqu'à Strasbourg sans résistance. Et passer une première prise de Mulhouse, on est repoussé, on fait une deuxième tentative, on est à nouveau repoussé après avoir pris Mulhouse. Et cette pénétration par la région de Belfort, de Delle, dans le sud de l'Alsace ne sera qu'un Peu de paille. un feu de paille et ça va masquer l'essentiel des opérations qui auront lieu pour le reste de la guerre sur le nord du front, au nord des Vosges et puis dans les régions de Champagne, d'Artois, etc., mais très très loin de ce premier incident du 2 août 1914. Eh bien, merci Eric pour ce triste épisode, mais qui nous a permis de rendre hommage à tous ces combattants. Merci Eric. Avant de nous quitter, nous vous rappelons que vous êtes l'auteur des Grandes Dates en Franche-Comté et que vous pourrez trouver l'histoire de Jules-André Peugeot et bien d'autres événements. Donc ce livre est disponible dans tous vos points presse et dans votre librairie préférée. Merci Eric. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.